Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre bâtiment, chez fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux forcément de vous accueillir dans cette émission pour mon plus grand plaisir et le vôtre. Nous allons accueillir des invités de talent dans le Hattie J Tonight Show. Mon cœur se brise, se déchire. Pourquoi? Parce que elle n'est pas là. Ma Vanessa, femme de ma vie, fruit de mes insomnies. Mais où est-elle? Me fait-elle des infidélités? Sort-elle avec Tano Brassé comme le disent les tabloïds? J'espère pour elle que non. Enfin, quoi qu'il en soit, notre invité va venir nous retrouver. Un homme magnifique, un homme à la longue chevelure. Péquet jamais soif. Entre les vagues et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. Oui, monsieur Jean-Marc Monerville dit Kali, s'il vous plaît. Il va nous rejoindre. Venez. Mon cher Kali, voilà, il est en mode baroudeur, toujours avec son sac. Kali, ça vous fait vous, ça vous fait. Ça va? Asseyez-vous, mon cher Kali. Je m'asseye. Eh ben voilà, on s'installe, on est posé. Oh, le beau micro. Hein, vous avez vu? Il fonctionne pas, hein, de toute façon. Ah bon, d'accord. Non, non, c'est pour la déco. Il n'y a rien qui fonctionne d'ailleurs ici. Alors, bon, comment ça va? Ah, impeccable. Un petit truc à boire ou pas? Un petit peu d'eau, ouais, super. Jeffrey, remets-nous des glaçons. 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 Jeffrey, remets-nous. Ah, il n'y moyen ici d'un. Jordan Reese. Ah, ben oui. C'est une amie, c'est Christine Ozer qui m'a fait les verres. Elle est douée, hein? Christine, je connais Christine. Vous connaissez Christine? Oui. Ah, qui ne connaît pas Christine? Quel talent. Bon, Jean-Marc Monerville. Oh. Plus personne vous appelle comme ça. Ah non. C'est vrai? Non, sauf dans Facebook ou... Ou les impôts? Oh, les impôts, oui. Ouais. Les impôts, Ils disent pas Kali, hein? Non, non, c'est Jean-Marc Monerville. Jean-Marc Monerville, né en 1959. Waouh! On a du mal à imaginer ça. Pourquoi? Bah, vous êtes frais? Ah, c'est vrai que ça fait longtemps. Oui, quand même. Alors, vous êtes papa, vous avez 5 enfants, on brosse un petit peu le tableau général. 2 sœurs, je crois. Un frère, c'est vous l'aîné? Non, je suis le deuxième. D'accord. Vous êtes né à Fort-de-France. Je suis né à Fort-de-France, mais je suis de Saint-Pierre, en fait. À cette époque, on allait faire les enfants à la maternité de Fort-de-France et on revenait à Saint-Pierre. Et vous reveniez à Saint-Pierre. Justement, vous avez fait votre il est là, son micro, rassurez-vous. Il y a Christine qui nous demande qui est en face. Il est où son micro? On vous entend bien. On entend bien en technique? Oui. Vous grandissez, vous faites votre enfance à Saint-Pierre. Vous vous souvenez de votre enfance à Saint-Pierre? Ah ouais, une enfance merveilleuse. C'était une belle époque. Saint-Pierre était calme, chaud. Il y avait un soleil vrai, Ouais. avec tous les ultraviolets, tous les machins complets, quoi. Vous étiez heureux? Ah ouais, c'était la belle ville. Bon, Saint-Pierre, c'était comme un terrain de jeu. C'est-à-dire qu'on habitait à Saint-Pierre. J'habitais derrière la mairie, chez ma grand-mère. Mais, Vous habitiez chez votre grand-mère? oui, on habitait, elle avait une grande maison. C'était une maison familiale. Avant, les gens habitaient ensemble. Ouais, un peu moins aujourd'hui. Voilà. Adolescent, vous partez quand même sur FDF, Feu de Feu, Fort-de-France? Oui, oui, tout de suite, à partir du cours 1 et 2, je suis allé rejoindre mon père qui avait son studio. Oui, votre papa était photographe. Voilà, il avait un studio de photo à Fort-de-France, et puis donc, je suis allé là pour prendre les grandes écoles, quoi, cours moyen 2, 6e et tout ça. Votre papa était photographe, mais aussi musicien. Bongoman, on appelait ça. Enfin bon, bongoman, il jouait du bongo. Ouais. Dans sa jeunesse, en 51, quelques années avant que je sois né. Donc, c'est lui qui vous a donné cette envie de faire de la musique? Mes 2 parents, c'était 2 parents qui étaient vraiment dans la musique. Votre maman institutrice était dans la musique aussi? Ah oui, ma maman c'était une compositrice, elle composait des chansons pour les enfants aussi. Ouais. Elle a surtout été artiste de tous les bords, enfin, autant pour la danse que pour la chanson, écrire des chansons, faire des chansons, monter des comédies musicales, monter des ballets folkloriques et tout ça. Donc, des 4 enfants Monerville, vous êtes le seul
à être resté dans la musique? Ah non, 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 tout le monde fait de la musique. C'est vrai? Ben oui, oui, quand tout le monde fait de la musique. Enfin bon, puis mon frère jouait avec moi il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et des percussions. Mhm. J'ai 2 sœurs qui chantent, Axel et Sabrina. Ouais. Voilà, donc c'est Ouais, puis vous avez transmis aussi votre virus à vos enfants. On va en reparler Alors là, dans quelques minutes. À 13 ans, vous commencez, alors vous jouez déjà des instruments depuis pas mal de temps déjà. Depuis enfant, vous jouez de la guitare, de la batterie, du tibois, normal pour lui. Tambour, bien sûr, tambour. Et puis, dès 13 ans, vous avez déjà envie de vous professionnaliser, à tel point que quand vous partez justement à Paris, puisque votre maman est institutrice, vous faites des voyages réguliers, vous jouez déjà dans des petits bars, dans des petites boîtes. Disons que je suis parti à l'école de musique. Ouais. Et puis j'ai pas réussi à terminer. Pourquoi? Parce que j'allais jouer dans les bars le soir avec les grands. Et bon, en fait, Elle était cool, votre mère, quand même. ouais. Mais Vous en fait, faisiez le mur. je faisais le mur le soir pour aller jouer. Non mais bon, non, mais disons qu'elle était cool. Elle savait que j'aimais la musique, c'est elle qui m'a offert ma première télécaster. Et à cette époque-là, bon, c'était les Votre première Combo. quoi? Télécaster. C'est quoi une Une télécaster? télécaster, c'est le frère de la Stratocaster. Ouais, et donc c'est quoi la Stratocaster? Expliquez-nous, parce que là... Non, alors, il y a des guitares mythiques qui s'appellent les guitares Fender. Ouais, Alors, les Fender, je connais. Les Fender, Stratocaster et Telecaster. Voilà, il y a les Jaguars, il y a d'autres. Ouais, après, quand on est un fan de guitare, on s'y connaît. Disons que Stratocaster, c'était plus populaire et Telecaster, c'était plus pop, plus rock, et je peux faire une Telecaster. Et votre maman vous a offert ça? Enfin, l'important, c'était pas ça, l'important, c'était la pédale Wawa qu'il y avait au bout. Et alors, à ce moment-là, donc, la Wawa était à la mode et je savais en jouer. Donc tout le monde m'appelait pour venir faire un coup de tabou combo à la Wawa. Waouh! Voilà. Et vous aviez quoi? 14 ans, 13-14 ans? 14 ans et demi, 15 ans. Voilà. Waouh! Et vous faites ça assez régulièrement, parce que comme votre maman, elle est instite, elle profite de certains de ses congés bonifiés. Un coup, elle est à Fort-de-France, un coup, elle est à Paris. Voilà. Et à chaque fois que vous partez sur Paris, boîte de nuit, club, Non, vous pas jouez chaque fois, à partir de 14 ans. À partir de 14 Ouais, ans. enfin bon, jusqu'à 15 ans. vous Mais faites ça, déjà, vous enfin, faites ça. bon, j'avais repris la guitare vers 12 ans, on a monté le groupe, les Windies Boys. Windies Boys? À Saint-Pierre, et on jouait entre les 2 orchestres. Il y avait souvent des orchestres comme les Rico Jazz et les Léopards. Donc nous, on jouait en intermède au milieu, on jouait à midi dans les prochaines musiques. Voilà. Donc c'était le petit groupe. Et puis après, j'ai commencé à jouer donc, la guitare plus sérieusement. Je suis parti en France et là, mais avant ça, je jouais déjà un petit peu avec des groupes locaux. Et puis j'étais promu bientôt guitariste des Léopards. Des Léopards. Mais mon père m'a dit non, là il y a le BEPC, là tu vas pas faire. Votre père voulait quand même que vous suiviez, vous continuiez votre il m'a dit, non, parcours études. Là tu vas nulle part, là, cette année il n'y a pas de musique, il y a pas. Mais j'ai mis mon petit orchestre. Non, il n'y a pas de petit orchestre. Alors du coup j'ai dit, mais s'il n'y a pas de petit orchestre, je pars avec maman là-bas et je suis parti apprendre la musique. Et vous êtes resté en métropole. Voilà. Vous en gardez quoi de ces années là-bas dans le froid des gens? On a appris beaucoup parce qu'il fallait apprendre. Il y avait une espèce de discipline quand même. Alors, à Paris, c'est pas comme chez nous, on crie partout, on gueule. On est cool. Non, parce que là-bas, il faut parler doucement, il y a des gens à côté, tu comprends. Puis il fait froid aussi, on ne peut pas rester dehors. Donc, on apprend tout ça, mais je crois qu'on était fascinés par toute cette vie nocturne qu'il y avait, même diurne aussi. Mais bon, enfin, on était fascinés par le fait d'être ailleurs. Puis c'est Paris, vous avez dû rencontrer pas mal d'autres musiciens. C'était une époque où quand même on était bien à Paris, il y avait plein de choses qui se passaient, les groupes jouaient, on se déplaçait des fois dans les métros avec tout l'orchestre, les amplis, les guitares. Vous avez fait des belles rencontres là-bas? Ah ouais. Bon, vous retenez qui par exemple? J'ai rencontré Jerry Malekani qui était l'ex-guitariste des Rico Jazz. Ouais. Et qui en fait était à l'initiateur du Makossa. Et le Makossa, ils ont été rejoints après par Manu Dibango. Ouais, Soul Makossa. J'ai rencontré aussi Manu Dibango. J'ai rencontré pas mal de gens qui étaient super intéressants, des gens du groupe Bimbo aussi, qui étaient un Eurasien et un mec qui s'appelle Doba, qui jouait de la basse, mais qui était là-bas depuis très longtemps et qui jouait dans tous les espèces de formules qui fonctionnaient comme ça, Bimbo Jet et tout ça. Alors on va s'intéresser à ce que vous écoutez, Kali, comme musique, justement. Quand on vous regarde, là c'est la séquence un peu a priori. On vous regarde et on se dit, qu'est-ce qu'il écoute, Kali? L'homme au célèbre banjo écoute forcément ceci. Ouais, je suis impressionné quand je vois les... Ouais. Vous écoutez un peu de... Quand j'écoute ça, moi quand j'écoute ça, j'ai envie de poser le banjo. Quand
Ils jouent C'est vrai? tellement bien, les gars. Ils jouent... Enfin, je me suis retrouvé une fois. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il joue bien, j'ai eu peur. Je me suis retrouvé une fois au Canada avec un mec qui m'a dit, je peux te montrer ce que je fais. J'ai dit, mais non, mais attends, tout à l'heure, je vais jouer, tout ça, machin. Ouais. Il m'a dit, mais je veux te montrer. J'ai dit, attends, tout à l'heure. Chaque fois, il m'a harcelé, mais je peux pas te montrer. J'ai dit, attends, tout à l'heure. Alors, j'ai joué mon concert, et après, je sors du concert en nage. Il m'a dit, je peux te montrer. J'ai dit, attends. Il m'a suivi jusque dans la loge. J'ai dit, ok, vas-y, joue ton truc. Il a pris le banjo et j'ai dit, ok, d'accord, je joue plus de banjo. C'est vrai que vous faites figure, presque, je ne vais pas dire d'exception, mais vous êtes quasiment, j'ai presque envie de dire, le seul aux Antilles-Guyane. Enfin, aux Antilles-Guyane, moi je connais que vous, qui joue du Bon, il y a quelques jeunes qui s'y mettent quand même. Il y a quelques jeunes qui s'y mettent. D'accord, mais vous avez déjà été le précurseur aux Antilles-Guyane et aujourd'hui vous êtes quasiment le seul, quoi. Mais moi j'ai été élevé, à Saint-Pierre, il y avait toujours les ballets martiniquais qui venaient à un moment donné. Après j'ai travaillé à l'hôtel Latitude, il y avait toujours les ballets martiniquais qui venaient avec ce fameux monsieur Sainte-Rose au banjo qui jouait. Moi j'étais comme ça, fasciné de voir comment il jouait son truc. Alors, et puis bon, et puis plus tard, je suis tombé sur ce banjo, donc forcément, ça arrive. On va revenir à cette rencontre avec le banjo. D'abord, bon, on a bien compris que vous n'écoutiez pas que ça. C'était un petit clin d'œil. J'écoutais aussi Bella Fleck, c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer du banjo 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Vous écoutez également, mon cher Kali, ceci. Tout est ça où là. Yes, Massif. La dernière news. Toi-même, tu sais. Check ça. C'est bon, ça. Tu connais ça, toi? Holly Cook. Holly Cook, j'aime bien. C'est un peu à la mode en ce moment, mais c'est très bien, c'est reposant. Très sympa. Une énergie cool qui descend. Ouais, vous avez vu qu'on a des dossiers sur vous. Ouais. C'est pas tout, c'est pas tout. Eh oui, chers téléspectateurs, ce n'est pas tout. Holly Cook, très sympa. Vous écoutez également ceci. Forcément. Forcément. Ah, vous auriez pu ne pas aimer. On aurait été surpris entre nous, mais. Let's get together and feel alright. As it was in the beginning. Hear the children crying, saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Eh oui. Moi j'écoute plein de choses, j'écoute toutes les musiques, j'écoute beaucoup la musique brésilienne, des vieux trucs que j'aime beaucoup, et puis aussi de la nouvelle, mais j'écoute toutes les musiques en général. Vous avez toujours vécu de votre art? Ouais, j'ai essayé. Ouais, il paraît quand même que vous avez essayé de faire autre chose. Bof, juste une fois j'ai essayé d'avoir un job pour les vacances, mais ça n'a pas trop marché. Ouais, dans une bibliothèque, ouais. En fait, ouais, c'est difficile d'être dirigé, surtout par une femme qui est... Par une femme en plus, voilà. Ouais, je connais ça. C'est très dur. Ouais, moi aussi, j'étais dirigé longtemps par une femme jusqu'à mes 18 ans. Et après, j'ai dit au revoir maman. Et je suis parti. Bon. Mais alors, vous, c'était quoi? On vous disait de ranger des livres, c'était dans une bibliothèque? Non, je devais monter les étagères. Monter les étagères de la bibliothèque? C'est ça. Et ça prenait du temps. C'était un truc avec des machins en fer à mettre des vis. Ouais, ça s'appelle une étagère. Ah non, mais ça... Et ça, du coup, non. Ah non, c'était vraiment effrayant. J'en ai fait quand même au moins 7 d'étagères qui mesuraient 3 ou 4 mètres. Vous aimez trop votre liberté, c'est ça? Non, c'est qu'en fait, je fais trop de musique et je pense trop à la musique. Donc, à un moment donné, dans l'étagère, c'est... Je commence à chanter, voilà. Ah, qu'est-ce que vous faites? Oui, je monte l'étagère. Ouais, c'est ça. Le banjo arrive tard dans votre vie. Oui. En 82. Voilà. Votre parolier, d'abord, vous l'avez rencontré quand? Alors, mon parolier, c'est Rémi Mélenchon. C'est un Français qui est venu en tant que VAT en Martinique et qui est resté là-bas. Vacataire. Il s'est marié avec une fille du Lorrain. Du Lorrain. Du Lorrain. Du Lorrain. Du Lorrain. Alors, Salut nos amis du Lorrain. Et puis il est resté là. Ils ont monté un groupe qui s'appelait la Guérilla. Ah ouais, quand même. Et moi j'étais fanatique de la Guérilla. J'allais voir la Guérilla à l'hôtel Latitude qui jouait le soir. Ouais. Et j'étais fanatique de ce groupe, sans savoir que c'était lui qui était aussi à l'origine de ce groupe, et aussi donc des paroles, des chansons, tout ça. Et puis plus tard, je cherchais un job en tant que musicien en 79 dans un hôtel. On m'a dit, il faut voir un gars qui s'appelle Rémi Mélenchon. Mais
Et là, Rémi, même, on lui a dit, mais si tu cherches un bon artiste, il y a un mec qui s'appelle Kali, là, il est à Fonaï. Du coup, on s'est cherché pendant un mois et après, on s'est trouvé. Ouais. Et on ne s'est plus lâché. De ce jour-là, on a monté le groupe 6e Continent. 6e Continent, donc ça devient, il devient votre parolier. À la mort de son papa, son papa qui était musicien aussi, de plusieurs instruments, il vous dit, bon ben, choisis un des instruments de mon père. Il est venu avec une mandoline, un saxophone et un banjo. Il m'a dit, j'ai choisi un instrument. Alors j'ai dit, waouh, j'aimais bien le saxophone, mais le banjo m'attirait beaucoup. J'ai pris le banjo, celui-là il était vieux, il n'y avait pas de peau, la peau était déchirée, les cordes n'étaient pas dessus. Il y avait juste que le nom des cordes sur le chevalet qui était marqué, mi, sol, ré, la, voilà, sol, ré, la, mi, voilà, donc c'était marqué. C'est comme ça que j'ai mis des cordes dessus, j'ai commencé à essayer, mettre une peau, comme j'étais fabricant de tambour aussi, donc... Ça, c'était en... Ça, c'est en 82. C'est en 82, et c'est toujours le même banjo? Toujours le même banjo. C'est vrai? Oui. Vous l'avez retapé? Un petit peu, ouais, un petit peu quand même. Il a une âme, ce banjo. Ah ouais, c'était le banjo de son père. Lui, il a toujours connu ce banjo depuis qu'il est né. Ouais. En 82, donc... on a récupéré. Et qu'en 2015, vous le fassiez encore vivre, ça doit être... Mais il vit tout seul, hein. C'est pas moi qui le fais vivre. Hein, vous savez que c'est vous l'artisan de tout ça. Non, le banjo, tu prends le banjo là, et puis dès que tu mets tes doigts dessus, il y a une mélodie qui sort. Ouais. C'est un truc magique. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que j'ai fait des chansons. Toutes les chansons que j'ai faites ont été inspirées. Et des fois, le banjo, il joue un truc, tu vois, il joue le truc quand tu dis hey, c'est quoi ça, gling, 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 et tu entends la mélodie qui arrive, quoi. Qu'est-ce qui vous a plu dans le banjo? Parce que vous le disiez, vous auriez pu choisir effectivement le saxo, la mandoline. Oui. Qu'est-ce qu'il y a un moment dans ce petit instrument qui en plus ne pouvait pas forcément vous apporter du succès? Parce qu'aux Antilles, Guyane, à banjo, bon... Mais en fait, disons que le premier attrait de l'instrument, c'est la percussion. Le banjo, c'est un instrument percussif. Il n'y a que 4 cordes, donc il n'y a pas 6 cordes où se mélanger les doigts. On doit faire 4 notes qui sonnent comme un accord plein. Et la chance du banjo, c'est qu'avec ces 4 cordes, on a l'impression que c'est 8 doigts qui se sont mis sur un piano. Et donc c'est différent. Et donc finalement, c'est une sonorité quand même pianistique en même temps que cette percussion qui est là. Vous qui jouez de la guitare, c'est plus difficile de jouer du banjo? Au début, c'était très difficile parce que c'est à l'envers. Ouais. Et la guitare est plus molle, les cordes sont plus molles. Le banjo, les cordes sont dures, on a l'impression d'appuyer sur des trucs en acier. Là, des fois, ça coupe les doigts. Ouais. Mais ce qui en sort comme son, tout de suite, est magique. Et donc, du coup, on l'oublie. Et puis, c'est ce côté un peu marin, quoi. Moi, je suis un peu de Saint-Pierre. Mon signe astrologique, c'est poisson. Donc, tu vois, le son marin, là, poing, poing, poing. Voilà, c'est ça qui me plaît. Et puis, le fait qu'il soit petit, je pouvais l'emmener partout. J'avais un piano dans ma main. Puis ça vous a, en tout cas dans le collectif, dans l'imaginaire collectif, Kali, avec ses locks, avec son banjo, je veux dire, vous êtes identifiable tout de suite. Mais là, c'était pas bon. Sur le coup, j'ai pas fait attention à ça parce que en fait. Mais c'est une vraie marque de fabrique maintenant. Je sentais du reggae. Je suis revenu à la tradition. C'était un peu bizarre. Les gens me regardaient. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi qu'il a? C'est le banjo qui vous a renvoyé vers la tradition. Ah bien sûr, bien sûr. Ouais. Dès que j'ai commencé à apprendre le banjo, j'ai fait comme la guitare. J'ai appris les gammes. Et tout de suite, dans les gammes, j'entendais les vieilles chansons que mon père mettait à 78 tours sur son vieux tourne-disque, là. Ouais. Stelio, Alfonso, Mavundi, machin, tout ça. Et donc, du coup, j'entendais les mélodies, donc j'ai essayé de les reproduire. Et donc, pour les gammes, c'était la musique traditionnelle que je prenais. Mais pour les accords, c'était Bob Marley. Parce que c'était facile, donc j'apprenais les accords avec les chansons de Bob Marley. Ouais. Et donc, petit à petit, je me suis constitué une espèce de petit répertoire, autant traditionnel que Bob Marley. Et je me suis mis à vouloir refaire un petit peu tout ça. Donc j'ai refait Bob Marley au banjo avec du tambour. Ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai fait Racine avec le... Kali, ça vous vient d'où? Alors, tu poses beaucoup de questions, toi, tu es la police? Non, un petit peu. Après, je leur donnerai le rapport. Non, mais tout le monde sait maintenant, Kali, ça vient d'une vieille histoire. Mais il y a des touristes qui regardent l'émission. Depuis que j'étais petit, enfin plus jeune, quand je suis arrivé à Paris, justement, à 14 ans, je traînais avec un frère qui s'appelait François Pavilla, pas le boxeur, mais un neveu. Ouais. Et en fait, on l'appelait Billy, je ne sais pas pourquoi. Mais il était toujours habillé un peu comme James Bond, avec
des super smoking, mais il avait une bicyclette. Et on travaille. Il était en costard à bicyclette? Ben, il avait ses trucs pour mettre ses pinces qui tenaient. Il allait au travail, il comme ça en bicyclette. Mais il allait vite dans Paris, il avait un cycliste, tu vois. Ouais. Et du coup, il m'a montré toutes les petites rues de Paris. On allait à pied aussi, souvent on traversait Paris. On a monté donc le premier groupe Gaoulé en France. Et lui était chanteur avec moi. Et donc, à ce moment-là, je revenais de Martinique où les gars de l'école m'avaient appelé Calimero parce que j'étais celui qui était le plus petit dans l'école et que les grands profitaient sur moi. Je disais, c'est trop injuste. Donc vous étiez un petit peu, preniez des coups un peu, on vous chahutait? Je suis arrivé en 6e à 9 ans. Donc, finalement, ce qui fait que les autres, ils avaient déjà 11-12 ans. Quoi. Ouais. Donc, ils profitaient sur moi qui était plus petit. Alors, je disais, non, c'est trop injuste. Alors, ils m'ont appelé Calimero. Ah bah oui. Alors, du coup, du coup, c'est resté. Moi, ça m'a plu, moi, Calimero. J'aimais bien le petit dessin animé à la télévision, le petit poussin, là. C'est trop un peu, c'est pas très faible. Voilà. Et du coup, arrivé là-bas, il m'a dit, mais c'est trop long, Calimero, je vais t'appeler Cali. Cali. Alors, du coup, il m'a appelé Cali, et puis c'est resté Cali. Et puis, je suis reparti en Martinique. À ce moment-là, les Anglais commençaient un peu à arriver en Martinique. Et il m'a dit Cali weed, you smoke Cali. Je dis, ah bon, mais c'est bien. Puis il y avait la révolution créole, on a remplacé le C par le K, voilà, c'est devenu Cali. Ouais, Cali, c'est resté. Après Cali, bon, j'ai appris que c'était la déesse de la destruction du mal. En Inde. Pour la reconstruction du bien. Ouais. Et c'était aussi, Cali, c'était aussi la racine de pas mal de mots, comme, je sais pas moi, calice, ou qualité, ou qualité. Voilà. On va rester aussi sur quelque chose de qualitatif, d'ailleurs, puisque c'est moi qui le réalise, c'est un morphing. You know morphing? Morphing, ok. Voilà, donc on a mélangé des visages pour n'en faire qu'un seul. À vous, mon cher Khalid, de regarder votre écran et de voir si vous reconnaissez un des visages que l'on a morphé. C'est un morphing utile, on débriefe juste après. D'abord, comme toujours, générique. Bon, donc on allait vous dire, est-ce que vous arrivez à reconnaître ce visage? Alors, vous nous auriez dit non. Hein. Ah non, ça fait clair. Voilà. Et la réponse maintenant, messieurs? Non, je me suis reconnu quand même. Ouais, quand même. Au moins. C'est vrai que celui-là, je trouve qu'il est bien fait. Ah oui, il est bien foutu. Vous reconnaissez la dame qui est en dessous, pas? Alors la dame, je la connais, mais j'ai oublié son nom. Alors, on fait le lien forcément. Donc vous êtes là-haut. Et en bas, c'est... Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Marie-Myriam. Non. Eh oui, celle qui a gagné l'Eurovision. Ah ouais, d'accord. Bon, après elle, d'ailleurs, ça a été un petit peu plus compliqué pour la France. Bah voilà, on fait le lien avec... Merci les gars en technique, hein. Aujourd'hui vous avez été bons. Pour l'Eurovision, d'abord, vous remportez la Francovision en 91. Oui. Qui vous avez incité à participer au Francovision de 91? À ce moment-là, Max Madelon était directeur des antennes de Fort-de-France et les gens sont venus chercher dans chaque département C'était quoi, RFO à l'époque, c'est ça? C'était RFO, ouais. Quel artiste pouvait représenter chaque département pour faire cette Francovision qu'ils voulaient faire cette émission. Donc du coup, ils ont proposé Cali, parce qu'à ce moment-là, je marchais avec l'album Racine, tout ça, donc j'étais au top là à ce moment-là. Bon, ils ont proposé Cali et du coup, je suis allé tranquille. Vous remportez en 91 les Francovisions, et là, du coup, c'est la voie tracée vers l'Eurovision, quoi. 92, juste après. Ils m'ont dit, bon, ben ok, l'année prochaine, tu seras à l'Eurovision. Ah ouais. Alors je me suis dit, bon, on parle. Vous ne vous rendiez pas vraiment compte de ce que ça représentait? Et puis l'année prochaine, ils ont appelé, ouais, bon, mais tu fais l'Eurovision. J'ai dit, non, je ne fais pas l'Eurovision, parce que là, je ne suis pas là. Je suis au Japon et à La Réunion. Et du coup, ils m'ont dit, ah non, mais il faut faire l'Eurovision. J'ai dit, non. Et du coup, ils ont fait pression sur les producteurs, sur les machins. Après, ils m'ont appelé un jour, ils m'ont dit, si tu ne fais pas l'Eurovision, tu ne passes plus jamais en télé en France. Et... Waouh. Vous étiez prêt à refuser, alors qu'il y a des artistes qui supplient pour faire l'Eurovision. J'ai raccroché, dès qu'on m'a dit ça, j'ai raccroché, j'ai dit, attends, moi, ne me menace pas, tu vois, c'est quoi l'histoire là? Ah ouais, vous étiez aussi... Et après, du coup... C'est de l'arrogance, ça, Kali. Mon producteur et mon manager ont décidé que c'était plus important. Ouais. Ils ont annulé la tournée de La Réunion, du coup, je me suis retrouvé en train de faire... J'ai fait la tournée du Japon, et après, on est descendu en France faire l'Eurovision. C'est la classe, quand même, de dire qu'on a pu refuser l'Eurovision. Non, mais moi, je ne vois pas pourquoi j'aurais été à l'Eurovision. Ça ne me rapportait pas plus que ça. Les gens qui ont été à l'Eurovision n'ont pas été forcément plus connus. Les seuls qui ont été connus à l'Eurovision, c'est France Gall, Abba, ça fait des années. Ceux qui sont passés après, on ne sait même pas d'où ils sont. On s'amuse à faire un petit classement quand même. N'empêche que les Domiens ont toujours fait de bons chiffres, que ce soit vous ou Joël Ursule après que la chanson de Serge Gainsbourg, Black and White. Finalement...
Ils auraient mieux fait de continuer à envoyer des Domiens, parce qu'après, on n'a pas fait des... Oui, mais il y a des problèmes avec ces histoires de Domiens. C'est-à-dire que quand on arrive là-bas, il y a... Bon, parce que vous chantez en créole d'ailleurs là-bas. Bon, les gens ne savent pas. Mais quand je leur ai dit c'est du créole, ils m'ont dit non, c'est pas du créole, c'est du français mélangé. Ouais. Donc ils ont annoncé ça comme du français mélangé. Ça a failli bloquer d'ailleurs quand vous décidez de chanter en créole ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On vous l'a pas imposé? Non, ce qui a bloqué, c'est qu'ils voulaient que je chante Racine, en fait, la chanson que j'avais gagnée l'Eurovision, les Francovision. Ouais. Mais le règlement stipulait qu'il ne fallait pas chanter une chanson qui soit sortie depuis plus d'1 mois. Donc du coup, on aurait été disqualifiés. Donc je leur ai dit, bon, mais je ne veux pas faire l'Eurovision parce que votre chanson, là, ça ne marche pas. Ils m'ont dit, mais fais une chanson comme Racine. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. On ne fait pas une chanson comme Racine, on fait une Racine, ouais, on ne fait pas deux, quoi. Bien sûr. Ils m'ont dit, mais fais pareil. J'ai dit, ok, je fais une chanson qu'ils vont pas aimer. J'ai fait Monter la rivière. Ils m'ont dit, banco. Ouais. Du coup, on est parti avec ça. Et sur place, on avait un succès énorme. Et avant, le concert que les gens voient à la télévision, c'est le 4e concert. Et il y a 4 concerts avant avec des prix de place qui varient de 20 ou plus loin. Vous avez fait quoi, 8e, c'est ça? Donc on a été 8e. C'est-à-dire, enfin, quand on est arrivé 8e, les votes se sont arrêtés. Clic, frein, coup de frein, personne n'a plus voté pour nous. Ah. Il faut savoir que le concours de l'Eurovision n'est pas un concours de personne, ni de chanteur, c'est un concours de télévision. Donc ce sont des télévisions qui concourent. Et les intérêts sont ailleurs que là où on pense. Qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience? J'en retiens que je ne voulais pas aller, j'aurais dû pas aller. Non, mais c'était une bonne expérience de voir quand même. Tu sais, nous sommes arrivés en 92. Sur le plateau, il y avait un drakkar. On voyait donc l'avant du drakkar. La tête du drakkar, c'était une bête, un dragon qui lançait des flammes. Oui. Et sur les bords du drakkar, il y avait 5 boucliers de chaque côté, qui représentaient à ce moment-là les 10 nations qui allaient former l'Europe et tout ça. On arrivait dans le brouillard, tout ça. Il y avait Marie-France Bruyère qui a un cinéma pas possible dans sa façon de faire, qui injurait tout le monde, qui traite tout le monde de ceci, de con, de machin, tu vois. Alors, elle est arrivée, il y avait une lumière bleue, on était censé être sur la glace de la banquise, donc les gars ont fait une lumière bleue avec de la fumée, enfin on est sur la banquise, quoi. Ouais. Elle arrive et dit, c'est quoi ça? On est chez les Schtroumpfs et machin. Bon. Donc c'est mal passé. Donc tout de suite, il y a eu un conflit entre... vous soulignez la démesure là, voilà, donc tout de suite, il y a eu un conflit entre l'équipe technique et la France. Donc tout de suite, il y a eu un conflit. Et après, bon, ça s'est passé de mal en pis, donc du coup... Ouais, donc c'est pas un souvenir si exceptionnel que ça, non, quoi, pas du tout, pas du tout. Le seul souvenir intéressant, c'est que c'est l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur avec tous les musiciens. C'est ça, les gens ne voient pas ça, ils ne voient pas du tout ça. À l'intérieur, il y a une ambiance, on joue de la musique, on échange des disques, on se rencontre. Au moins, il reste la musique. Vous continuez en tout cas votre carrière, vous retournez effectivement en Martinique, vous faites votre vie, ça avance, et arrive la Guyane. La Guyane, vous y venez assez régulièrement depuis quoi, les années 80 déjà? Oui, depuis 80, je vais en Guyane, tout ça. Et puis après, un peu plus tard, vers les années 90, 91, la période jusqu'à 93, je venais ici beaucoup avec Tiken, qui était un peu le chouchou des enfants ici. On a fait aussi les quartiers Lumière. Après, on est revenu plus tard. Votre fils? Oui, on est revenu plus tard vers 99, 80. Ouais. Dans les années 2001 aussi, 2003, on est revenu faire des concerts ici. J'étais hébergé au Cric Crac et je venais jouer avec Tiken à la batterie et Philippe Burdi à la basse et on faisait une dizaine de concerts ici. Les gens étaient friands, c'était super. En 2005, vous venez encore un peu plus régulièrement et puis c'est en 2007, vous vous installez. Ben qu'est-ce qui fait la bascule? Qu'est-ce qui fait que vous décidez de rester en Guyane? C'est-à-dire que je suis venu un petit peu avant faire la Biennale du Matoury avec tout le groupe. Mm-hmm. Et puis je cherchais un endroit où aller ouvrir un peu. Et puis je me suis dit, tiens, c'est ici, quoi. Bon, en même temps, j'avais changé de femme, je partais avec une nouvelle femme, donc c'était plus pratique. Et du coup, je me suis retrouvé en Guyane. Mais j'ai beaucoup d'amis ici. J'ai notamment mon ami Kiko Ré, qui est mon ami depuis longtemps, depuis l'époque des Black Woods. Pierre Ré, Kiko. Voilà, donc il m'a beaucoup aussi initié à la Guyane, montrer le fleuve, montrer la forêt. Et puis il m'a toujours accueilli ici vraiment super bien. Et d'ailleurs, les Guyanais m'ont toujours bien accueilli ici. Et puis quand vous vous installez ici, vous vous installez aussi en communion avec la forêt. Il paraît que vous êtes installé vraiment en pleine, presque en bordure, en lisière de forêt. En forêt, pas en lisière, en forêt. En forêt même. En forêt même. Ouais. Vous étiez où? On était sur la piste de Risquetout. Risquetout. Ouais. À Monsignéry. D'ailleurs, ça porte bien son nom, puisque vous êtes même arrivé à un accident.
Vous êtes tombé d'un arbre, il paraît. Non, d'une maison, de la maison en construction. De la maison en construction. Oui, je suis tombé, oui. D'accord. Ça va mieux? Ouais, ça va. Je suis tombé sur un bushinengi qui m'a tout remis en place, les os de la cheville, tout ça, c'était vraiment super. Qu'est-ce qui vous a touché en Guyane, en dehors de l'aspect forêt? Les gens, la multiculture? Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de cultures différentes, c'est très enrichissant, on apprend plein de choses, et puis surtout le fait que ici vous avez à vous battre contre cette nature qui est là, qui est évidente tous les jours, ça vous rend plus, comment on dit, débrouillard. Chez nous, on est plus dans nos petits machins, des petites voitures, des machins, tu vois, il y a un peu de pluie, on rentre chez soi, on sort pas. Ici, j'étais toujours étonné de me dire, bon, on va jouer ce soir, mais il y a tellement de pluie, il n'y aura personne. Et le soir, non, il y a du monde, quoi, et ils sont là, ils sont venus sous la pluie, ça les gêne pas. La Guyane, ça vous inspire? Ah ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu beaucoup aussi de rencontres avec les Amérindiens, avec les Bushinengués, avec les Anglais aussi, même des gens de Sainte-Lucie, tout ça. Bon. Il y a quand même des peuples incroyables ici. J'ai rencontré même des Chinois. Il y a un Chinois qui joue du koto, des fois à côté du café de la gare. Là. Il s'installe avec son violon et puis il joue du violon. Là. On a vu aussi récemment des clips de vous où la culture indienne ressort. Est-ce que la Guyane a été aussi l'occasion de vous réapproprier votre... Pas seulement indienne. Oui, bien sûr, mais vous êtes d'origine indienne. Je suis d'une origine indienne. Enfin, on va chercher un petit peu, on va trouver... De toute façon, que tous les Indiens sont partout. Mais mon arrière-grand-mère était d'origine indienne. Et puis, mon père doit avoir ces gènes-là. Ma mère est d'origine portugaise. Rien à voir. La famille des Marquez qui s'installaient à Saint-Pierre. Finalement, vous êtes bien tombé en Guyane. Indien, portugais. Ah ouais, moi ça ne me gêne pas du tout. Et j'adore ce mélange de cultures. Des fois, il y a des mélanges vraiment réels. Et là, ça donne des types qui sont incroyables, quoi. Comme toi, quoi. Oui, il paraît, ouais. Alors, on va presque se quitter là-dessus. On parlait de Tiken. Vous avez transmis votre amour pour la musique. À vos enfants, il y a une relève. Ouais, non, mais ils jouent tous de la musique, sauf une des plus grandes qui dit que la musique, ça ne gagne pas d'argent, mais elle adore la musique, elle danse et elle chante super bien aussi, mais elle ne veut pas s'en occuper. Lorsqu'elle est partie dans des études qui ne sont pas de musique, mais la musique est toujours là, et puis les deux garçons font de la musique. Voilà. Qu'est-ce que vous nous préparez, la Kali, pour les mois, les années à venir? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un album qui en prépare? Oui, c'est depuis tout ce temps-là, un peu au silence, au vert. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, vous étiez un petit peu... Alors, en fait, j'avais un plan. Quand je suis parti de France en 87, j'ai écrit tout ce que je voulais faire sur mon papier. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais j'ai presque tout fait. Et ma dernière réalisation, c'était l'album de Naya Binghi avec des psaumes dessus, et j'étais très content d'avoir fait ça. Parce que je suis arrivé au bout de ce papier que j'avais écrit en 87, nous sommes maintenant en 2015. Donc là, je repars sur un nouvel album, avec de nouvelles chansons, et je suis très content, ça se passe bien. On a commencé à répéter avec le groupe, on a joué 4 chansons en live la dernière fois au musée de Saint-Pierre. Alors tout ça sort quand? Ah ben, on va prendre le temps. Le problème qu'il y a, c'est que les disques ne se vendent plus. Nous, on ne gagne plus d'argent, en fait, les artistes. Donc les gens font des disques pour se faire plaisir, pour avoir une carte de visite, pour pouvoir passer quelque part, pouvoir essayer de jouer quelque part. Donc vous vivez avec votre temps, donc rendez-vous sur Internet. Moi j'ai toujours, Internet, et puis moi j'ai toujours joué de la musique. Donc j'ai décidé que cette fois-ci, on ne va pas faire l'album avant, on va faire l'album après. Bon. Donc on va jouer, et puis après on va faire l'album. Le rendez-vous sera pris. Je suis étonné de ne pas voir votre banjo. Mais tu ne m'as pas dit le banjo, les femmes. Mais vous ne l'avez pas tout le temps sur vous? Si, dans ma voiture. Tu ne m'as pas dit pour le banjo. Bon, on se fera un live la prochaine fois. Voilà. Bon, on va se dire au revoir dans quelques microsecondes par la magie de la télévision. Je vais claquer des doigts et vous allez voir, je serai devant vous dans le bureau. Attention. Et voilà, la magie de la télévision. Je ne me lasserai jamais de ces coups de... Si seulement dans la vie, on pouvait faire ça. Ta femme te parle et tu disparais. Hein? C'est les papels de la vie. Bon, Jean-Marc Monerville, Mouché Kali fut notre invité. Merci du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation, vraiment. Et puis on vous retrouvera pour la sortie de cet album. Est-ce qu'on peut avoir le nom de l'album à venir ou pas? Non. C'est vrai? Vous voulez rien dire? Même ici en exclu? Non. Même si je vous ai offert de l'eau? Non. Bon, rendez-vous donc pour une prochaine émission où on aura le plaisir de l'entendre en live. Merci en tout cas. Et puis prenez soin de vous et restez comme vous êtes. Ok, à bientôt. Ainsi s'achève cette émission. Vous êtes là-haut. Merci vous aussi de nous suivre avec assiduité, je le sais. Pendant que d'autres télévisions vous font des appels. Non, venez nous voir, regardez-nous, ça va mes amis, je m'appelle Tano. Non, c'est nous, tous les soirs, bien évidemment sur la chaîne locale. Méfiez-vous des autres stations. Ciao, bye bye.